Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Aujourd'hui, Romain et moi avons l'immense honneur de recevoir Olivier Amand. Donc on t'a découvert en 2024. Donc curieux, on a acheté les 2 livres que tu as écrits et coécrits. Donc Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant en entreprise, robustesse du vivant et Entreprise robuste que tu as coécrit avec Olivier Charbonnier et Sandra Enlart, c'est ça? Enlart, ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, bon sang, ça me parle. C'est vers là que je veux aller. Et depuis, j'ai pas arrêté de compter les podcasts et les émissions dans lesquelles t'es passé. Alors Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, tu es chercheur, c'est bien cela? C'est bien ça. Je suis biologiste. Biologiste et tu as 2 casquettes si je me souviens bien. Tu es également travailles également à l'Institut Michel Serres, c'est ça? Ouais, c'est un think tank. On est une cinquantaine de personnes un peu dispersées en France et un peu ailleurs aussi sur la question socio-écologique, quoi, pour le dire rapidement. Trop bien. Alors, tous tes livres parlent commencent en tout cas par un constat, c'est que nous sommes dans un monde, nous sommes entrés dans un monde fluctuant. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu ce que c'est qu'un monde fluctuant? Alors, fluctuant, ça veut dire variable et imprévisible. Donc ça veut dire que c'est le monde des signes noirs, hein. Il y a des choses qui arrivent subitement et on comprend pas pourquoi. Donc c'est un monde qui craque, grosso modo, la cause, on la connaît, hein. Alors ça a toujours été fluctuant, hein, faut quand même le dire aussi. Il y a toujours eu des choses imprévisible. Là, le problème c'est que ça se rapproche, hein, les fluctuations, et les événements aberrants deviennent de plus en plus fréquents. Et donc ça, on peut quand même se poser la question pourquoi. Et une des causes premières, c'est notre culte pour la performance. On a tellement tout suroptimisé que tout craque de partout. Donc le monde fluctuant, c'est le produit de nos activités. Et donc ce monde fluctuant, il est également, on peut le voir dans l'actualité en tout cas. Par exemple, moi j'avais rassemblé quelques chiffres. Donc en France, en 2023, il y a eu 14 tempêtes, 13 inondations pour 6,5 milliards d'euros de dégâts. Donc c'est un chiffre qui a doublé par rapport à la décennie précédente. Après, pareil, au niveau contexte géopolitique, avec très récemment en tout cas, on a ces droits de douane qui montent et qui descendent, qui sont assez imprévisibles également. Et donc le monde devenant de plus en plus imprévisible, couplé justement à ce que tu disais, ce culte de la performance, fait que effectivement, comme tu le dis très bien, ça commence à se voir de plus en plus, quoi. C'est ça? C'est ça, et puis on peut même le quantifier, hein. Donc alors juste sur le climat, on sait que la fréquence des événements climatiques extrêmes a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000, par rapport à la période 1950-2000. Donc on est rentré dans ce monde-là, ça c'est factuel, ça c'est juste pour le climat, mais en effet c'est la géopolitique, c'est l'économie, c'est le social, c'est l'épidémie de burn-out, la dégradation de santé mentale des jeunes, c'est tout ça, hein. Donc c'est fluctuant sur tous les plans. En fait, moi j'utilise maintenant l'expression le burn-out planétaire. Voilà. On est en burn-out. C'est un burn-out des humains et des non-humains. Et ce qu'il y a de bien, avec le mot burn-out, c'est que ça qualifie le système. Un burn-out, c'est le produit de l'excès de performance. On est exactement là-dedans. Et donc, pour le public, en tout cas pour nos invités, pour nos auditeurs qui nous écoutent, donc c'est surtout orienté sur l'industrie pharmaceutique. Et donc dans l'industrie pharmaceutique, la performance, en tout cas, c'est quasiment un impératif. Enfin, je sais pas, c'est pas un impératif, mais c'est vraiment au cœur du métier de l'industrie pharmaceutique. Et donc, comment est-ce que ça se traduit? Quand tu dis c'est le problème, c'est la performance. Qu'est-ce que tu entends par là pour que les gens comprennent? Alors, par exemple, il y a des exemples super simples, hein. Les principes actifs des médicaments. Actuellement, plus de 60% sont produits par la Chine et l'Inde. Ça, c'est une stratégie de performance financière. Donc, hyper centralisation et donc hyper fragilité. Évidemment, parce que maintenant, ça dépend de quelques pays, quoi. Et donc, il suffit qu'il y ait la guerre, que la Chine ferme sa frontière, que l'Inde décide de vendre ailleurs, voilà, on n'aura plus d'anesthésiants en Europe. Enfin, c'est faut vraiment se poser cette question-là. Et alors, bon, il y a ça. Et puis après, il y a aussi là-dessus des stratégies de performance financière qui se construisent sur la pénurie aussi. Donc, on va aller livrer les médicaments qui restent dans les pays qui payent le plus. Donc ça va être au détriment des pays qui payent le moins. Donc en fait tout ça, c'est d'optimisation contre-productive.
Voilà. Comment est-ce que tu définis la performance, parce que finalement pour Oui, commencer bien sûr, à c'est important. Donc la performance, la performance au départ, c'était l'art de bien faire, hein, qui est plutôt plutôt sympathique, hein. Et puis c'est devenu via le contrôleur de gestion la somme de l'efficacité et de l'efficience. Mhm. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc la performance aujourd'hui, c'est un appel à l'optimisation, à la suroptimisation, qui fragilise parce que les systèmes suroptimisés craquent par définition. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que on a vécu pendant longtemps finalement ça marchait bien finalement, hein, l'air de rien. On a un système industriel, on a tout un tas de contraintes, donc on essaie de le faire marcher de mieux en mieux, et subitement c'est difficile à dire, mais en tout cas petit à petit, à partir de maintenant, toutes ces optimisations finalement deviennent problématiques en quelque sorte. Mais je trouve ça quand même pas facile à voir, parce que l'air de rien, on continue tous les jours à essayer d'en faire, quoi. Enfin, Oui, une mais grosse partie de mon travail, c'est de faire ça, quoi. oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça c'est le syndrome du noctambule, hein, ou du mouvement de foule. C'est qu'en fait, on voudrait en sortir du mouvement de foule, mais le système est tellement fort et tellement lancé qu'on n'arrive pas à en sortir. En fait, si on regarde bien, on en est sorti de ce monde-là, hein. C'est juste qu'on veut pas le voir, hein. On ne veut pas le voir. Mais en gros, 2008, voilà, 2008, la crise de 2008, on s'en est pas vraiment rendu compte, mais c'est une grande dépression, comme en 1929. C'est juste qu'on a mis beaucoup d'anesthésiants pour ne pas le voir. Sauf qu'en fait, à partir de 2008, on est sorti de quelque chose. En Europe, c'est le moment où on passe le pic de pétrole. Donc, Jean Covici le dit sur tous les plateaux. Mais c'est tout qui suit. Donc, les productions commencent à se réduire. Enfin, tout commence à se réduire. Et c'est là qu'on commence à avoir des tensions. Et 10 ans plus tard, la crise Covid, on voit qu'on n'est pas du tout on n'est pas adapté aux fluctuations qui viennent. Et donc, ça n'arrête pas depuis, hein. C'est juste qu'on a changé de monde. Ce qui était possible avant, pourquoi ça marchait si bien avant? C'est parce qu'on avait une surabondance de ressources, surabondance de pétrole notamment, qui nous donnait l'illusion qu'on avait trouvé la solution. Mais non, on était juste sous perfusion. Maintenant, on est sorti de ce monde-là. Donc, on a plus ce filet de sécurité. Donc, sans filet de sécurité, qui était l'abondance matérielle, il va falloir trouver un autre filet de sécurité qui est l'abondance des interactions. Et ça, c'est complètement différent. C'est un autre logiciel, quoi. Et donc, quand tu parles finalement de cette chaîne d'approvisionnement ultra optimisée, c'est vraiment un exemple typique de ce problème, c'est-à-dire que on était ultra fiable finalement, c'est-à-dire que commande quelque chose le lendemain, 3 mois après en tout cas, il arrive aux portes du magasin d'usine, et en fait maintenant, ou au plus ça va aller en tout cas, au moins les partenaires commerciaux, au moins les différents sous-traitants, etc., vont être fiables du fait de ces fluctuations. C'est bien ça? C'est ça en fait, c'est les chaînes longues, hein, les logistiques longues, ça marche que si le monde est en paix et s'il y a abondance de ressources. Dans un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources avec des accidents, les chaînes longues créent des courts-circuits. Et donc pour jouer sur les mots, la réponse à ça, c'est qu'il faut promouvoir les circuits courts. Les circuits courts, c'est l'inverse des chaînes longues. Et les circuits courts créent du temps long. C'est qu'en fait, quand on relocalise, qu'on diversifie, qu'on met des redondances dans le système, on fiabilise les systèmes. En fait, notre système qui paraissait fiable n'était pas fiable. Il n'a jamais été fiable. C'est juste qu'on a poussé le curseur encore plus dans le délire de la centralisation, de la mondialisation. Et ce système-là marchait que parce qu'il y avait une forme de paix grâce à l'arrosage général de pétrole et de ressources dans le monde entier. Tout ça, c'est terminé. Ça se termine sous nos yeux. Donc l'optimisation finalement fait que on a tendu au maximum, enfin on tend même et on continue presque de tendre finalement en fait nos processus, quoi, en croisant les doigts, ce que ça tienne encore maintenant. Mais comme on l'a vu avec le climat qui se dérègle et finalement les ressources qui diminuent et les gens qui s'en aperçoivent et finalement qui commencent à resserrer un petit peu leurs attentes, quoi, c'est là où comme tout va commencer à se dérégler. Et du coup, est-ce qu'on commence déjà à voir des signes de ça?
Ouais, bien sûr. Alors, bah, tu parlais des gens qui se replient sur eux, là, hein, ça, Mhm. c'est le repli autoritaire. C'est un symbole typique de ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, on est dans un monde où on confond sécurité et contrôle. On peut le dire comme Mhm. ça. C'est qu'en fait, le monde fluctuant, les crises qui succèdent, ça appelle le besoin de sécurité. Mais ça, c'est Mhm. tout à fait normal. Le problème, c'est on hérite du monde plein de ressources, là, où on confond sécurité et contrôle. C'est que quand on a besoin de plus de sécurité, on augmente le contrôle. Alors là, il y a une vraie problématique parce que sécurité et contrôle, ça n'a rien à voir. C'est que par exemple, quand on est dans un régime autoritaire, il y a énormément de contrôle, mais on n'est pas forcément en sécurité. Et en général, on ne l'est pas du tout en sécurité, parce que c'est justement totalement aléatoire, quoi, hein, le contrôle. Donc en fait, il va falloir comprendre ça, c'est que pour être en sécurité, on n'est pas en sécurité en augmentant le contrôle, on est en sécurité quand on lâche du contrôle. C'est le contraire, hein. C'est là où c'est difficile, c'est qu'en fait, il va falloir prendre plus de marge de manœuvre. Ça, c'est la robustesse, hein. C'est en fait ne plus aller dans la performance, au contraire mettre des redondances, décentraliser, relocaliser, faire appel aux services écosystémiques, la santé préventive, tout ça, c'est pas du contrôle. C'est au contraire prendre de la distance avec le contrôle pour que la sécurité devienne de la sérénité. C'est ça le changement de société qui nous attend. Donc, ce qui est plutôt joyeux, hein. Mais dans l'interlude, ça va être très compliqué parce que les autoritaires, hein, pour le dire comme ça, les ultra performants dans leur délire, vont résister très fort, quoi. Voilà. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais c'est inéluctable, hein, le passage de la sécurité au lâcher le contrôle, quoi. Alors c'est super intéressant parce que bon, après je vais faire une parenthèse par rapport au métier quand même vite fait parce que on est quand même là-dedans. On voit dans la fabrication de médicaments, on a ce qu'on appelle les dossiers de l'eau et dans les dossiers et donc les opérateurs quand ils fabriquent des médicaments, ils doivent remplir ce dossier de l'eau. Et en général, quand on s'aperçoit qu'il y a un problème, qu'il se passe quelque chose, la première chose que la qualité va faire, c'est de rajouter des contrôles. Parce que Bien sûr. et il a pas fait, du coup on va mettre un deuxième mec qui va vérifier que le premier n'a pas fait, et puis si ça refoire encore, on va mettre un troisième mec qui va vérifier que le deuxième et le troisième, etc., etc. Donc dès qu'il y a le premier réflexe que les gens ont, c'est quand il y a quelque chose qui se passe mal, boum, ils vont rajouter un contrôle. Ouais, bah et tu vois bien que ça marche pas, hein. C'est l'exemple typique, c'est l'assurance, les dossiers d'assurance, quoi. En fait, c'est pareil, hein, on ajoute des couches successives, c'est pareil dans l'administration, on en met partout. Et en fait, plus il y en a, moins on les lit. Et donc moins on contrôle en fait. C'est ça qui est fou, c'est que c'est de la performance contre-productive. Plus on rajoute du contrôle, moins ça contrôle. Et plus il y a des trucs énormes qui passent à travers les mailles. Donc, en fait, il faut beaucoup mieux faire des choses plus lâches, où il y a moins de contrôle, mais par Mhm. contre des grandes règles, une raison d'être, quoi. Une raison d'être qui est bien ancrée. 5 ou 6 principes que tout le monde connaît. Ceux-là, par contre, tout le monde les passe. Ça veut dire que ça va filtrer les gros accidents. Par contre, ça va laisser passer des petites choses. Mais si de l'autre côté, il y a des citoyens qui sont éduqués, une décentralisation, là, on a plus de chances de filtrer ces problèmes-là. En fait, c'est ça. Enfin, finalement, c'est ce c'est ce qu'on explique régulièrement. C'est la culture qualité. Finalement, c'est tout le monde connaît finalement, tout le monde connaît les risques et le sens de ce qu'il fait, et finalement devient un agent Hum, du contrôle, ouais, quoi, ouais, ouais. de la solidité, de la robustesse finalement du procédé, Hum. et finalement on peut se passer de beaucoup de contrôles systématiques qui permettent que tout le monde finalement est vachement plus serein dans son activité, quoi. Exactement. En fait, c'est la posture du citoyen qui change. Dans le monde de la performance, le citoyen, c'est un consommateur et on l'assigne à cette fonction-là. Donc, c'est juste la fin du tube de pétrole, quoi. Mm. Et c'est vraiment comme un parasite, hein. Il est branché sur le pétrole et on lui demande juste de manger, quoi. Et dans le monde de la robustesse, le citoyen n'est plus un consommateur, c'est un coopérateur. Donc il est proactivement impliqué dans toute la chaîne. Et donc c'est la santé préventive, c'est le sens critique, par exemple, quand il y a des aliments qui ont dépassé la date de péremption, on utilise ces sens pour savoir si on peut encore les manger. On ne lit pas bêtement la date de péremption. Enfin, c'est juste ça, quoi. C'est aussi C'est simple que ça. c'est dingue parce que ouais, enfin ce principe-là qui s'applique finalement à la société en général pour tout un tas de trucs, on voit Mm. que ça peut s'appliquer même très précisément sur des processus de fabrication pharmaceutique avec d'autres. Alors est-ce que tu sais est-ce que tu sais parce que on y reviendra après, mais les règles, définir ces grandes règles, ça doit être quelque chose quand même qui est assez compliqué, non? Enfin c'est Il faut le co-construire. C'est que ça ne marche que si c'est émergent d'un collectif qui les pense ensemble et qui s'autorise à les changer.
Donc c'est mouvant, hein. C'est que c'est pas gravé dans le marbre, hein. C'est pas les droits de l'homme, quoi, hein. C'est vraiment autre chose, quoi. C'est une raison d'être, elle dépend d'un contexte, d'un collectif. Donc c'est des choses qui sont réévaluées périodiquement. Mais par contre, c'est ça qui fait que c'est vivant, et c'est pour ça qu'on est encore une fois des coopérateurs. On n'est pas juste des consommateurs d'un règlement. On en reparlera, je pense, un peu plus tard quand on parlera des solutions. Alors par contre, moi j'aimerais bien quand même qu'on adresse les gens qui vont me dire directement oui, mais Paul-Adrien, enfin je comprends pas parce que moi, par exemple, quand j'améliore la performance de cette méthode analytique, on utilise moins de réactifs, les résultats sont plus fiables. C'est ça l'optimisation, c'est ça la performance. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit que la performance ne fonctionne plus? Ouais, alors ça marche plus du tout, tout simplement parce que ça, par exemple, ça fait des effets rebonds, ça là. Donc on en fait des méthodes qui sont plus performantes, qui sont optimisées, qui consomment moins de réactifs et tout ça. Ça fait que le procédé coûte moins cher, qu'il est plus accessible, qu'on va être tenté de le généraliser. Ça va créer des nouveaux besoins et donc de nouvelles consommations, et ça va plutôt faire un appel d'air pour le faire encore plus fréquemment qu'avant. Alors que c'est souvent pas utile, quoi. Donc en fait, les effets rebonds, ça c'est vraiment un des grands problèmes de notre époque, hein. C'est que on a l'impression de faire de la sobriété et en fait on fait de l'ébriété. L'exemple typique, c'est l'avion, hein, l'avion sobre en kérosène, hein. Alors, il faut juste regarder le ciel pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'avions qu'avant, et même des avions cargo qui transportent de l'ultra fast fashion, hein. Donc on est vraiment dans des effets rebonds sur des effets rebonds, hein, le surtourisme, etc., quoi. Donc c'est la même chose pour la bureaucratie. Par exemple, on dit qu'avec l'IA, on va pouvoir répondre à des tas de bullshit jobs en faisant des rapports immédiatement, en quelques secondes. Qu'est-ce que ça va créer, ça? Ça va créer encore plus de demandes bureaucratiques pour écrire encore plus de rapports. Donc il faut juste se rendre compte du délire dans lequel on est, quoi. Ouais, tout le monde va faire des rapports, du coup il y a de plus en plus de rapports à lire, on va passer encore plus de temps à lire des rapports ou à pas les lire, mais enfin Oui, voilà, ça va dépenser des ressources, ouais, qui vont nous faire des petits résumés. Ouais, c'est délirant, mais c'est déjà ce qui se passe, hein. Dans certaines universités, il y a des étudiants qui utilisent l'IA pour faire leur devoir, quoi, enfin leur rapport, et les profs qui utilisent les IA pour corriger. Là, c'est du théâtre, hein. Là, c'est du théâtre, hein. Il n'y a plus personne qui bosse, hein. Après, ma question, c'est aussi, elle portait aussi sur, voilà, il y a quand même, est-ce que toute la enfin, en gros, toutes les études de performance, tous les sujets performance sont à mettre à la poubelle, ou ah non, alors c'est ça. C'est là où il faut faut bien nuancer. On a besoin de performance. C'est que je suis pas en train de dire qu'il faut l'évacuer, hein. On en a absolument besoin. Et notamment, si je prends l'exemple de la médecine, le chirurgien qui fait son acte chirurgical, le moment où il fait son acte chirurgical, il faut que ce soit le plus court possible, donc efficace, efficient. Voilà, donc le moment chirurgical, par exemple, c'est un moment de performance. Mais il faut bien comprendre que ce n'est que quelques secondes, quelques minutes dans sa vie, dans sa journée de chirurgien. Le reste du temps, il faut qu'il se repose, qu'il s'entraîne, qu'il discute, qu'il voit d'autres choses, quoi. Ça c'est pas de la performance, hein. Mais par contre, c'est super important de ne pas l'évacuer. On a toujours besoin d'un pompier performant. On a certainement besoin de certaines molécules très performantes, d'un antibiotique en cas vraiment de grosse attaque. Un antibiotique, c'est performant, c'est fragilisant, hein, mais c'est aussi performant et parfois on en a besoin. En fait, ça permet la continuité. En gros, la performance, il va falloir changer sa vision culturelle de la performance. Aujourd'hui, la performance, c'est la solution à tous nos problèmes. C'est quand il y a un problème, faut augmenter les performances. Alors, en fait, on épuise, hein, et ça crée un burn-out. Ça, c'est la conséquence. Mais la performance, faut pas l'évacuer. Il va falloir comprendre que ce n'est plus la solution à tous nos problèmes. Il va falloir voir ça comme un mal nécessairement transitoire. Donc, ça veut dire que c'est quand même l'inverse. C'est qu'on va l'autoriser que dans les moments de crise, dans le feu, quoi. Voilà, on a besoin d'un pompier dans le feu. Mais c'est tout. Le reste du temps, faut investir dans la robustesse. Est-ce que c'est là où tu as un exemple top? Tu veux dire quelque chose, hein? Oui, il y a aussi la question de la rentabilité, parce que souvent on associe performance à rentabilité, et une entreprise, elle se doit d'être rentable pour exister, quoi. Donc, comment est-ce qu'on fait, du coup, sans performance pour être rentable? Ouais, exactement. Alors, la rentabilité et la performance ne sont pas corrélées. En fait, performance et rentabilité sont corrélées seulement si le monde est stable et abondant en ressources. Donc, une entreprise, dans ce contexte-là, hein, très stable, abondant en ressources, une entreprise très performante sera plus rentable, hein, parce qu'elle sera compétitive, elle pourra écraser les autres. Et c'est ça qui la rendra plus rentable. Dans un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, les entreprises les plus performantes se crachent parce qu'elles sont hyper fragiles. Donc c'est des étoiles filantes qui explosent en vol. Donc la rentabilité d'une entreprise, c'est plus du tout corrélé à sa performance, ça sera de moins en moins le cas, ça sera plutôt corrélé à sa robustesse. Ce sont les entreprises robustes qui vont tenir le choc dans les fluctuations et qui vont récupérer
les clients et les marchés de toutes les entreprises performantes qui explosent en vol, quoi. Parce que là, tu utilises, justement, c'est une très bonne transition parce qu'on ira après à la robustesse. Tu utilises parce que en fait, toi, ta théorie, elle est que finalement le vivant n'est pas performant et il est plutôt très robuste. Et tu as une analogie par rapport à la performance que je trouve très pertinente par rapport à la fièvre. Ouais. Que la fièvre, finalement, on peut augmenter les performances de l'organisme en poussant un peu la température à 38, 40, 41. Donc les enzymes sont 1000 fois plus efficaces, enfin, je sais pas, 1000, 10 000 fois plus efficaces. Tout va super vite, c'est la folie. Mais si on reste à la fièvre pendant trop longtemps, quoi, 2, 3, enfin 4, 5 jours, ben on finit par mourir. S'épuiser, mourir, quoi. Exactement, ouais. Oui, ça permet de bien s'approprier la notion. Et on voit bien que dans une vie, on va passer l'essentiel de sa vie à 37 degrés, qui est le mode dégradé, pas performant. Et on va passer juste quelques jours à 40 degrés. Et ce qu'on est en train de voir là, finalement, c'est que enfin, en tout cas, les entreprises, l'industrie, on est un peu tout le temps avec de la fièvre là. Enfin, et c'est pour ça que les gens ils passent leur journée à une charge de 130% de charge capacité. Ils sont partout toute la journée en train de faire plein de trucs. Et finalement, on voit que il y a de plus en plus de burn-out. Donc c'est lié à ça, quoi. Exactement. Et donc ça c'est dans le monde de l'entreprise, mais là on est dans une économie de guerre. C'est que le niveau de performance de l'économie mondiale, c'est le niveau d'une économie de guerre, hyper performante, et ça produit la guerre. Et donc c'est pour ça on va passer à la course aux armements, au réarmement, que ce soit avec la Russie, les États-Unis ou le reste. Donc c'est vraiment assez incroyable de le voir sous nos yeux, quoi. Ce culte de la performance qui est en train de créer un burn-out et c'est nihiliste. C'est vraiment nihiliste. C'est que ça, en fait, c'est comme si on était des parasites qui continuons à fonctionner comme des parasites, à se brancher sur l'abondance des ressources, alors qu'il n'y en a plus. Donc quand il n'y a plus de ressources, le parasite, il meurt avec l'absence des ressources. Donc il va falloir quand même qu'on change notre vision du monde, quoi, qu'on atterrisse, quoi. Alors ma dernière question justement sur la performance, c'est pourquoi lorsqu'il y a des ressources abondantes, ça crée de la compétition, et pourquoi aujourd'hui, alors qu'on commence à découvrir, enfin tout le monde finalement commence à le découvrir que les ressources sont plus aussi abondantes que ça, eh bien on ressent quand même la compétition plus que jamais. Ouais, c'est le moment de transition. Alors transition culturelle, c'est-à-dire qu'on est encore dans la culture de la compétitivité, de la performance nécessairement positive, mais on voit des pénuries. Alors pénurie de moutarde, pénurie de médicaments, pénurie de plein de choses. Donc on relocalise le Doliprane. Bon ça c'est quand même extrêmement anecdotique, quoi. Il va falloir relocaliser bien plus que ça, quoi. Donc ça c'est Alors donc en fait ce qu'on peut dire c'est que la performance c'est toujours quelque chose de relatif. On est toujours plus ou moins efficace et efficient que son voisin. Donc mettre le compas sur la performance, c'est un compas sur la compétition. Et donc quand on est dans la culture de la performance, on est dans la culture de la compétition. Donc c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au cœur du problème. C'est pas juste une question de mettre des panneaux solaires ou de relocaliser l'agriculture ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus profond que ça. Il va falloir vraiment questionner la performance. Tant qu'on ne questionne pas la performance, on peut faire tout ce qu'on veut. On restera dans le cul de la performance et on restera dans le burn-out. Donc il faut vraiment questionner ce truc-là. Et pardon. Je commence à m'enrhumer. En fait, faut revoir le truc, quoi. C'est qu'en fait, ce qui va faire qui va faire qu'on sera viable dans un monde fluctuant, c'est la coopération. C'est la symbiose, Il va falloir basculer du parasite au symbionte. Et ça demande une vision culturelle du monde qui est très différente. C'est plus du tout l'appel à la performance, c'est plus du tout l'appel à la compétition. En fait, c'est du fait que les ressources sont plus rares. En fait, au lieu de se battre pour les avoir, on essaie de les partager au mieux, c'est ça ? En fait, on se place dans les conditions dans lesquelles l'abondance de ressources n'est pas nécessaire. C'est encore plus que ça. C'est qu'en fait, on va plus chercher des ressources parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, par exemple, si je prends des terres rares, par exemple chinoises, si on remplace les terres rares par des molécules biosourcées produites localement par nos déchets organiques, on n'a plus besoin d'aller sur le Groenland ou en Chine, quoi. Tout ça, c'est terminé. Et ça, c'est la bioéconomie circulaire. Alors, tout n'est pas prêt, mais il faut quand même comprendre qu'on est déjà très avancé. C'est juste que c'est un choix politique. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a encore du plastique qui est issu du pétrole dans nos vies, alors que c'est un scandale sanitaire en construction. C'est une bombe à retardement. C'est de l'amiante, grosso modo. Des nanofibres de plastique, ça fait à peu près la même chose que de l'amiante. Donc, il va falloir qu'on sorte du plastique. Évidemment, on le remplace par des molécules biosourcées, par exemple à base de champignons. Avec les molécules, le mycélium de champignons, on peut produire à peu près l'équivalent de tous nos plastiques. Sauf que ceux-là, ils sont biodégradables, compostables. Donc c'est évident
enfin, dans 5 ou 10 ans, on va regarder tout le plastique qui nous entoure, on va dire, mais c'est pas vrai qu'à l'époque, il est comme ça quand même. Eh ben si, c'est un peu comme quand on regarde les films aujourd'hui avec des gens qui fument dans les avions, hein, c'est à peu près la même chose, quoi. Et voilà, il va falloir qu'on bascule vers autre chose, quoi. Trop bien. Ouais, mais c'est ça, du coup, comme tu dis, ça va demander, c'est des choix politiques qui sont pas faciles à avoir, quoi. En fait, ils sont pas, je dirais pas que c'est facile, hein. C'est facile, c'est du courage qu'il faut. C'est seulement du courage. C'est qu'en fait, si on pourrait si on était un politique, quelqu'un qui est un décideur, hein, il pourrait très bien décider de mettre un bonus et un malus. C'est des vases communicants, hein. Donc c'est ni plus cher ni moins cher, c'est juste de l'argent qui va ailleurs. Donc si on met un bonus sur le voyage en train et un malus sur le voyage en avion, si on met un bonus sur le plastique biosourcé et un malus sur le plastique issu du pétrole fossile, c'est la même quantité d'argent qui rentre et qui sort, hein. C'est juste que là, par contre, avec le portefeuille, on commence à faire un changement de culture. Et il faut s'y mettre, quoi. Il faut comprendre le monde dans lequel on rentre, quoi. Ah, ça a peut-être rien à voir, mais moi je me souviens dans les années 90, quand je suis né, il y avait des petits sacs plastiques au centre commercial, et puis d'un coup, du jour au lendemain, on décidait non, ça c'est fini, et puis il n'y en a plus. Tout le monde dit comment on va transporter nos courses? Exactement, c'est exactement la même chose. Donc ça voilà, mais il y a des exemples comme ça. On voit que la ceinture, hein, aussi dans la voiture, enfin, c'est tout ça, ça a été des changements qui ont été faits, et puis maintenant, voilà, on le questionne plus, ça. Mais il va falloir passer à la vitesse supérieure. C'est qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'on est encore en train de discuter de projets futurs, alors qu'on aurait dû le faire il y a 20 ans. C'est ça qui est dingue. Au moins 20 ans. Et donc maintenant, on a quand même pas mal fait le tour un peu de la performance. Alors maintenant, toi, la solution, tu en as commencé déjà à évoquer rapidement, c'est la solution. En tout cas, l'état d'esprit, parce que dire la solution, j'imagine, c'est un peu de parler performance. Mais c'est donc toi, la théorie là-dessus, c'est la robustesse. Alors, comment définir la robustesse et comment la différencier d'amélioration de la fiabilité, quoi? Ouais. Alors la robustesse, donc c'est un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Alors la robustesse, ça vient de Quercus robur, le chêne, donc c'est pratique parce que l'arbre, grosso modo, c'est un modèle canonique de robustesse. Il est stable dans le vent et il est aussi viable parce qu'il est capable de résister aux gelées hivernales et aux sécheresses estivales. En tout cas pour le chêne, c'est le cas. Donc ça donne une idée, c'est que la robustesse, en fait, c'est construire un espace de viabilité. Mais c'est plutôt de la viabilité. La fiabilité, c'est une composante. Donc la fiabilité, c'est plutôt du court terme. La viabilité, ça veut dire qu'on peut aussi se changer un peu, quoi, hein. On a juste construit un espace de viabilité, on peut changer d'état, quoi. Mais on est dans un espace où on est sûr si on change, que ça sera pas fatal, quoi. Et donc, enfin, juste pour aller jusqu'au bout, hein, la définition de la robustesse dit que c'est la réponse opérationnelle dans un monde fluctuant, quoi. Stable et viable malgré les fluctuations. Quand un monde devient de plus en plus fluctuant, il faut être de plus en plus robuste. C'est par définition, c'est le mot juste, quoi. Voilà. Et donc, il y a, la robustesse finalement, c'est, comme tu dis, hein, c'est un peu le jeu dans les rouages, c'est s'adapter aux conditions, mais dans un système qui est très régulé. Qui est très où on doit, globalement on doit respecter les règles. Il y a, globalement vu de ma fenêtre, on peut pas trop se permettre trop de jeux dans les rouages. Comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors faut bien définir les règles. C'est-à-dire que, en fait, dans le monde de la performance, le règlement l'emporte sur la raison d'être. Et donc on multiplie les règles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'inflation bureaucratique, l'inflation administrative. Comme ça on cadre tout, voilà, on a bien tout contrôlé. Et donc là ça c'est hyper rigide. Il y a plus du tout de jeu dans les rouages. On trouvera toujours une règle qui va nous contraindre. Et la raison d'être, c'est du ripolin, hein, c'est du greenwashing, quoi, pour dire voilà, on a des valeurs sociales et écologiques, quoi. Voilà. Donc ça sert à rien. Alors dans le monde de la robustesse, on inverse, la raison d'être passe en premier. C'est-à-dire que par exemple si je fais de la santé, ça veut dire que je vais mettre en premier le bien-être des gens, je vais mettre la viabilité du territoire, je vais mettre la santé préventive, tout ça va aller dans la raison d'être. Et après, comment on le fait? Ça, en fait, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc, le règlement vient après. Le règlement est plutôt une aide pour être sûr que ce qu'on fait dans la raison d'être, qui nous laisse beaucoup de marge de manœuvre, hein, beaucoup d'esprit d'initiative, d'auto-organisation, voilà, d'émergence. Quand on commence à lancer des projets, seulement à ce moment-là, on va demander au règlement si on n'a pas raté quelque chose, si on n'a pas oublié quelque chose. Mais ça vient après. Le règlement est une aide. C'est pas une contrainte. Donc ça veut dire, c'est ça en fait, c'est vraiment un changement de posture, on met la raison d'être avant. Et donc ça, pour le dire simplement en monde économique, le modèle pour ça, c'est l'entreprise à mission. Dans une entreprise à mission, la raison d'être l'emporte sur le règlement.
C'est aussi en architecture, Patrick Bouchin, la preuve par 7, des citoyens qui veulent faire collégialement des choses nouvelles sur un bâtiment, y compris un bâtiment de France, hein, donc on n'a pas le droit de changer. La preuve par 7, c'est s'il y a un collectif de citoyens qui est d'accord pour changer les choses, donc c'est la raison d'être du bâtiment, hein, s'ils vont l'habiter, on peut changer le règlement. Et on peut aller contre les bâtiments de France. Donc en fait, c'est cette logique-là, quoi, d'inversion. Donc la raison d'être avant le règlement. Ouais, je vois plein d'exemples, de petits exemples où lesquels ça pourrait s'appliquer, mais dans les grandes, enfin, c'est là où du coup je vois direct les mecs de la qualité dire non mais tu te rends pas compte, si tu laisses le champ libre aux opérateurs sans leur donner d'indication, ils vont faire tu n'arriveras jamais à un médicament conforme, c'est pas possible, tu peux pas, enfin c'est pas possible. Oui, alors il faut penser la santé beaucoup plus large que ça. C'est qu'en fait le rôle du pharmacien à l'avenir, ça va pas juste être de fabriquer des médicaments. En fait, la santé, c'est d'abord la santé préventive. Donc c'est la santé par l'alimentation, par le sport, par le lien au territoire, la santé mentale, la pluriactivité, le sport, le faire de la musique, tout ça c'est de la santé. Hein. Ça c'est ça d'abord la santé en fait. Hein. C'est le bien-être. En fait, c'est la définition de l'OMS, hein, le bien-être mental, social et physique, et pas seulement l'absence de maladie, d'infirmité. La santé curative, ce n'est qu'une toute petite partie de la santé. Faut bien comprendre, c'est que dans le monde de la performance, on fait surtout de la santé curative. Hein. C'est la phrase d'Ivan Illich, hein, la médecine est l'alibi d'une société pathogène. Donc c'est ça qu'il faut questionner, hein. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant soigner la société pathogène. C'est ça qu'il faut faire. Donc le rôle du pharmacien, du médecin, du secteur de la santé en général, c'est d'abord d'adresser le problème de la société pathogène. Et seulement en dernier recours, on prend un médicament. Trop bien, c'est un peu le discours qu'il y a dans les shifters, en tout cas avec, enfin je sais pas, après c'est peut-être plus large que ça, avec prévention, promotion, juste soin. Et finalement, en faisant 90% de ça et finalement 10% de curatif, alors que là pour l'instant on est à 90% curatif, même 99% curatif, et voilà, il y a un problème, on donne un médicament pour soigner finalement la cause et pas le symptôme et pas la cause du problème. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en en élargissant le problème, donc là on sort pas mal du cadre de l'industrie pharmaceutique, et peut-être ce qu'on est en train de dire, ça va pas forcément plaire à l'industrie pharmaceutique, mais théoriquement, en faisant ça, on va drastiquement baisser les volumes de médicaments dont on a besoin. Du coup, ça va relâcher de la pression sur la chaîne de fabrication, sur la chaîne d'approvisionnement, etc. On devra fabriquer moins de médicaments, et donc finalement, c'est comme ça que ça va aller mieux pour, en tout cas, il y aura plus trop. Oui, je comprends, mais l'industrie pharmaceutique devrait célébrer ce mouvement-là. Parce qu'en fait, ce sont des métiers qui vont être beaucoup plus intéressants. C'est qu'en fait, là, c'est une industrie, enfin, si je caricature, hein, mais c'est une industrie qui, en fait, profite de la dérive du burn-out mondial, là, pour vendre d'autant plus de médicaments. C'est comme le coaching qui se développe très fort. En fait, les coachs devraient être ravis qu'il y ait de moins en moins besoin de coachs. Parce que ça veut dire que la société va mieux. Ouais. Et ça veut dire aussi des nouveaux métiers. Donc dans l'industrie pharmaceutique, il y aura beaucoup plus de métiers sur la formation, sur le lien à l'agriculture, sur le lien aux activités sociales, sportives, tout ça. Enfin, je veux dire, si on pense santé comme le définit l'OMS, et donc si on l'élargit même aux écosystèmes, hein, la santé commune, là, ça devient des métiers hyper intéressants. Enfin, il n'y a pas que dans le secteur pharmaceutique comme dans d'autres, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur le sens de leur métier. Là, on va fidéliser des collaborateurs, hein, avec ce nouveau modèle. Hein. Je pense que c'est un modèle dont tout le monde est au courant, tout le monde, enfin, il y a ce malaise, enfin, je sais pas, ce malaise qui existe. Tout le monde est au courant que ça devrait se passer comme ça, mais en fait, on est, c'est un peu c'est en train de glisser, quoi. Tout le monde voit la pente arriver, et faut essayer de rester sur le bateau le plus longtemps possible avant de sauter, quoi, parce que on sait pas trop ce qui se passe de l'autre côté du précipice, quoi. Voilà, mais il faut dérailler le plus vite possible. Hein. Il y a aucun intérêt à rester sur le bateau. Hein. Enfin, faut être clair. C'est que à une époque, on pouvait se dire oui, voilà, j'ai un bon salaire, etc. Là, faut quand même comprendre qu'on est en train de basculer du too big to fail au too big not to fail. Donc les gros sont en train de tomber les uns derrière les autres. Hein. C'est Stellantis, c'est Evergrande, c'est Nike, c'est le Crédit Suisse. Enfin, toutes ces énormes entreprises qui dévissent parce qu'elles ont trop suroptimisé et donc elles craquent. Donc ça va être pareil dans le secteur pharmaceutique. Hein. Donc faut bien comprendre que plus tôt on lâche l'affaire, faut comprendre que quand on lâche la performance, le culte de la performance, on atterrit dans la robustesse. Donc c'est pas le grand vide, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus intéressant, ça a beaucoup plus de sens. Donc c'est même pas. Enfin, je comprends que ça fasse un peu peur, hein, de lâcher un modèle culturel qui auquel on était biberonné pendant des années.
Mais il faut quand même se rendre compte à quel point c'est toxique pour soi et pour ses enfants et pour les écosystèmes. Donc lâcher ce truc-là, c'est pas très grave. Et en plus, il en faudra toujours. Donc c'est pas comme si c'était, on va pas tout lâcher. On va en garder un peu, mais raisonnablement, quoi, le juste milieu. Hein. Mais enfin, je pense que ce qui est compliqué, c'est pour les chefs d'orchestre, si tu veux, qui fonctionnent de cette manière depuis que ça existe, quoi. C'est comment restructurer, comment organiser. Enfin, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, alors ça se fait tranquillement aussi. Hein, faut pas. Je suis pas en train de dire que ça va être le grand soir, qu'on va tout mettre à plat et que tout va tomber. Fait que le grand soir, si ça arrive, c'est parce que les entreprises ne se seront pas réformées et donc elles vont dévisser en une semaine. Ça va aller très très vite. Donc soit elles attendent que ça vienne jusqu'au dernier soir là, et en effet là ça va planter, mais alors magistralement. Ou alors, beaucoup plus joyeux, on n'attend pas que le cœur du système bascule en périphérie. Donc ceux qui se posent des questions, donc ça peut être, c'est en général pas le cœur du système, c'est plutôt les périphéries. Ben on commence à inventer un autre modèle et on commence à élargir, justement ce que je disais sur la santé. Si on commence à faire du lien avec le sport, la musique, la culture et tout ça. La santé préventive, les médecines alternatives, hein, complémentaires, j'aurais plutôt dire complémentaires d'ailleurs, parce que tout ça, ça se complète. Enfin, c'est l'asticothérapie par exemple. Hein, je vais prendre un exemple comme ça. L'asticothérapie, c'est pour soigner des plaies sans antibiotiques. Ça se développe de plus en plus. Et maintenant, il y a plein d'articles scientifiques qui montrent que c'est super bien. Ça, c'est très bon. Ça, c'est typiquement, on lâche du contrôle hein, quand on met des asticots sur une plaie. Hein, mais ça marche beaucoup mieux. Et parce que évidemment, il n'y a pas d'antibiotiques. Il n'y a pas besoin de médicaments. Enfin, c'est voilà. Ça, c'est les projets qui. Alors, c'en est un, mais il y en a plein. Mais juste pour dire à quel point ça va changer la culture. Mais ça veut dire que c'est latéral. C'est probablement pas le cœur du système qui va se réformer. Donc, faut pas attendre des grands pontes de la pharmacie d'être les leaders de la transformation. Ça va plutôt se passer dans des équipes qui développent des choses un peu parallèles. Et tout ça, ça va encercler le cœur. Et un jour, le cœur sera le seul dans sa doxa à continuer sur sa voie. Et il n'y a plus personne qui va le suivre. C'est vrai, les asticots et les sangsues, déjà quand je bossais à l'hôpital il y a 10 ans, ils élevaient des sangsues et des asticots, effectivement. Enfin, j'entends, enfin c'est vrai, enfin je pense que c'est vrai, hein, mais en fait, l'industrie pharmaceutique, le problème c'est que c'est quand même un peu isolé, enfin pas isolé, mais c'est en fait c'est le système de santé en général qui doit se réformer pour aller vers cette direction. Enfin, moi je suis convaincu, donc c'est ça le problème, c'est que j'ai du enfin, j'ai du mal à voir les raisons de pas y aller, à part justement on va pas y arriver, la transition va être trop rude et puis moi je vais perdre mon travail bien payé et puis enfin voilà, j'en sais rien. Mais l'industrie pharmaceutique, comme je disais, elle est intégrée dans le système de santé et pour faire la prévention, promotion, juste soin ou tout ça, il faut que ça soit l'ensemble des professionnels de santé, il faut que ça soit régulé quoi, enfin aussi Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut faire des alliances latérales. C'est pour ça que la pharmacie ne doit pas rester dans son coin. Au contraire, elle peut être une force comme tous les autres, hein, des alliances latérales. Donc aller voir les paysans, aller voir voilà, le milieu culturel, etc. En fait, il y a le salaire hein, qui peut être un frein. Et ça, j'entends bien. C'est quand on a des bons salaires, on est moins incité à quitter son boulot, hein, évidemment. Mais si on regarde la concentration de plastique dans le sang de ces enfants, mais qu'on se rend compte que ces enfants sont plus plastifiés que nous-mêmes, parce que eux-mêmes sont dans un environnement où il y a de plus en plus de plastique. C'est juste le plastique, hein, je pourrais ajouter le cadmium, les PFAS. Ben on se dit quand même que c'est pas possible de continuer. Enfin, surtout si on est dans le secteur de la santé, avec ou sans gros salaire. Quoi. Là, faut quand même se réveiller, quoi. Après, c'est un choix en conscience. Hein, après. Et mais finalement, par contre, ce qui est intéressant de considérer, c'est que il faudra toujours, en tout cas, les médicaments d'intérêt public, il faudra toujours les avoir. Donc ça, c'est par contre, l'industrie pharmaceutique devrait commencer à travailler, à essayer de réduire le besoin de ces médicaments en travaillant sur tout un tas d'autres trucs, quoi. Enfin, tout un tas d'autres méthodes, peu importe ce que c'est, donc de les réduire pour que elle continue à les fabriquer, mais en plus de ça, elle a plein d'autres actions qui permettent d'en avoir moins besoin, plutôt qu'essayer d'augmenter la capacité, plutôt qu'essayer de sourcer d'autres fournisseurs, plutôt qu'augmenter les volumes, etc. Ça, en fait, finalement, pour toi, ça va dans le mauvais sens, quoi. Bah en fait, il faut surtout, alors si je ne comprends que la partie curative, il faut absolument penser la santé curative comme on pense une exploitation agricole.
Et donc, il faut s'inspirer des principes de l'agroécologie, tout simplement. C'est ça qu'il faut. C'est que le secteur de la santé est un peu en retard là-dessus. Bon, c'est aussi parce qu'ils sont plus loin. Le secteur de la santé est plus loin des fluctuations du monde. Les agriculteurs, ils n'ont pas le choix. Ça se passe chaque année. Il y a des catastrophes, etc. Donc, ils sont obligés de faire avec. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ceux qui font de l'agroécologie, notamment, ils font des circuits courts, ils font du low-tech, ils font du réparable, ils font des redondances dans le territoire, etc. Des coopératives d'outils, etc. Donc, tout ça, il va falloir développer dans les territoires. Et donc, pour la pharmacie, en effet, l'objectif, c'est pas de créer des nouveaux médicaments qui souvent sont les mêmes, qui passent de D à L, enfin les molécules là qu'on change, en fait c'est la même, mais c'est juste pour remettre un coup. Voilà. Ça évidemment que c'est des tactiques qui n'ont plus aucun sens. Par contre, si on met la santé en premier, on développe des circuits courts, de la production beaucoup plus locale, alors moins de diversité de médicaments, ça c'est sûr, mais par contre beaucoup plus locale. Voilà, on est capable de produire à peu près tous les médicaments dont on a besoin dans son territoire. Donc circuits courts avec des citoyens qui sont impliqués dans des maisons de santé, des maisons de soins et des équipements qu'on peut réparer dans le territoire, qui ne dépendent pas d'un semi-conducteur taïwanais. Ouais, donc ça c'est des actions concrètes qu'on peut déjà mettre en place dans l'industrie pharmaceutique par exemple. Alors ça c'était un truc que j'ai entendu, je sais plus si j'ai entendu, si j'ai lu, mais on peut faire une entreprise méga robuste, mais si le territoire autour d'elle n'est pas robuste, finalement ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Oui, alors l'exemple que je prends souvent, c'est un architecte qui construirait une maison super robuste, autonome en énergie, en électricité, qui récupère l'eau de pluie, enfin vraiment le top du top, quoi, avec du biosourcé hyper solide. Et puis dans ce village, il y a une coulée de boue qui dévaste tout le village. Alors la maison, vu qu'elle est robuste, elle est toujours là. Donc elle récupère toujours son eau, elle a toujours de l'électricité, tout ça, donc tout va bien, quoi. Sauf qu'elle est dans un village qui a disparu. Et cette maison n'est plus robuste. Parce que pour être robuste, il faut prendre soin de la robustesse de son territoire. Il faut bien comprendre que pendant très longtemps, on a pensé la robustesse, alors on a très peu pensé la robustesse, mais le peu de robustesse qu'on faisait, c'était très individuel. Genre le survivalisme, quoi. Voilà, un petit peu surréaliste, voilà, le bunker. Avec les fluctuations qui viennent, ça va pas suffire. C'est que les entreprises familiales qui ont 150 ans et qui pensent être robustes avec ce qui vient, elles ont été 150 ans robustes dans l'ancien monde stable. Les fluctuations, notamment climatiques qui viennent, on les a pas vues depuis 10 000 ans. Donc la robustesse de 150 ans, à côté, c'est rien. Donc il va falloir élargir la robustesse, et donc il faut absolument élargir la robustesse au territoire. Donc une entreprise qui serait très robuste, mais qui détruirait son territoire, quelle que soit la façon de faire, ne serait pas robuste. C'est aussi simple que ça. Et alors, comment est-ce que, quand on est une industrie, comment est-ce qu'on travaille sur la robustesse de son territoire? Alors il y a plein de façons de faire. Alors il y a des exemples là aussi très très exemplaires. C'est Pocheco par exemple donc c'est une entreprise qui fait des enveloppes à Lille. Et donc alors le patron il l'a récupéré. Il y avait des cas de harcèlement moral, sexuel. L'entreprise était en très mauvais état. Enfin c'était typiquement le genre d'entreprise dont on n'a pas vraiment envie de reprendre. Mais lui il avait un lien émotionnel à cette entreprise, donc il a décidé de la reprendre. Et ce qu'il a fait, c'est de revoir complètement le modèle économique de l'entreprise. Je vais juste prendre un exemple. Quand on fait des enveloppes, on a besoin d'encre. On prend des encres chimiques. Et donc, il y a des espaces S2 avec protection chimique, avec des ventilations. Il faut des masques, des formations pour porter les masques. Enfin, tout le bazar qui va avec l'emploi de produits chimiques toxiques. Alors, comment on fait pour régler ce problème-là? Lui, il a mis des plantes sur son foncier qui dépolluent les produits. Alors, qui sont les produits chimiques de son entreprise. Et du coup, ces produits chimiques, c'est des encres naturelles. Donc, il a utilisé des machines qui sont compatibles avec des encres naturelles qui sont dépolluables par des plantes. Quand on fait ça, on n'a plus d'espace chimique dans l'entreprise. Il n'y a plus de posters, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de masques. On a fait disparaître le problème. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles le problème a disparu. Donc on n'essaye pas de résoudre le problème, on le fait disparaître. Ça, c'est ce que dans l'école de Palo Alto, Gregory Bateson et compagnie là, disent, ça c'est un changement de niveau 2. C'est un changement culturel. C'est pas un changement de niveau 1. On ajoute juste plus de masques pour protéger les salariés, quoi. Non, je fais carrément disparaître le problème. Niveau 2, quoi. Voilà. Changement culturel. Tu veux ajouter quelque chose, Romain ? Non. Moi, j'allais dire, du coup, c'est là, j'entends déjà, enfin, ça, c'est un bon exemple qui est cool, mais j'entends déjà les gens crier par chez moi parce que dans l'industrie pharmaceutique, les changements sont ultra longs. En fait, si tu veux, pour redévelopper un produit, faire de l'éco-conception finalement, comme du coup relocaliser des choses, machin, ça prend des milliers d'euros, des millions d'euros et des dizaines d'années. Et genre,
et ça a enfin c'est là où ça pêche, mais ça a aucune, enfin ça a pas grande rentabilité maintenant, quoi. Bien sûr, alors là, c'est vraiment des choix politiques, stratégiques. C'est que est-ce qu'on investit des millions d'euros pour développer une nouvelle drogue qui va être utile à plutôt la population riche de la planète, grosso modo, hein, ou alors est-ce que on fiabilise l'existant? Et c'est très clair que dans le monde fluctuant, le choix doit être vers la fiabilisation, évidemment. Et donc, c'est peut-être développer moins de nouvelles molécules à court terme. Mais par contre, fiabiliser les anesthésiants, certains médicaments miracles, les maladies chroniques, les choses vraiment essentielles, quoi. En gros, c'est une question de tri. Aujourd'hui, on ne manque pas de solutions. C'est ça qui est dingue, hein, c'est qu'on a accès à trop de solutions contre-productives. Et donc, il y a un peu une inflation pour ajouter des solutions sur des solutions, sur des solutions, sur des solutions. Et en fait, on se rend pas compte que tout ça, ça fragilise tout le système. Donc, en fait, il faudrait plutôt trier, et le critère de tri, c'est la robustesse. Si je fais ça, est-ce que c'est robuste pour mon entreprise et est-ce que c'est robuste, enfin, c'est au service de la robustesse du territoire? Si c'est pas le cas, c'est probablement pas une bonne décision à prendre. Ça, c'est un credo qu'on pourra ajouter dans tous les change control, tous les trucs comme ça. C'est dès qu'on veut faire un changement, dès qu'on veut acheter une nouvelle machine, dès qu'il y a un nouveau projet, on pourrait se poser cette question: est-ce que c'est robuste pour l'entreprise? Déjà, si on doit s'acheter son truc en Chine avec des pièces qui sont fournies par un seul mec, machin, là déjà, bof. Et est-ce que c'est robuste pour mon territoire? C'est-à-dire, est-ce que ça va larguer des polluants? Est-ce que ça va, je sais pas moi, là j'ai pas d'exemple comme ça, mais qu'est-ce que ça va faire pour le territoire autour de moi? Et finalement, ça peut être un mauvais projet. Mais si le problème là, c'est dans la situation actuelle, c'est si ça fait gagner dans l'année prochaine ou dans les 3 prochains mois des centaines de milliers d'euros à l'entreprise, aux actionnaires et tout. Oui, c'est sûr. On y va. Bien sûr, on y va. Et c'est ça mais la justice cosmique n'est jamais très loin, hein. C'est que si on va faire beaucoup de croissance dans les prochains mois parce qu'on a fait cette stratégie-là, les actionnaires vont demander ce niveau de croissance pour tous les mois qui suivent. Et donc, on s'est coincé dans ce niveau de performance. Donc, c'est vraiment un choix. C'est que si on veut y aller, on y va. Mais ça veut dire qu'on se suicide, hein, tout simplement. Donc, c'est ce que fait Stellantis, c'était ça, hein. Enfin, Carlos Tavares, il s'est fait débarquer pour ça, hein. Parce il promettait une croissance à 2 chiffres et il était lui-même, il s'était d'ailleurs défini comme un psychopathe de la performance. Voilà, c'est un grand classique, ça. Et alors, comment convaincre finalement les comités de direction? Comment convaincre les comités de direction que il faut investir dans la robustesse, dans des projets robustes et peut-être renoncer à des projets là qui on a déjà peut-être même mis un peu d'argent dedans, qui sont problématiques? Ouais, alors la première chose à dire, c'est le monde fluctuant. Il faut vraiment revenir à la source. Et vraiment, pour ne pas le voir, le monde fluctuant, là, aujourd'hui, il faut vraiment être aveugle, hein. Enfin, que ce soit les tarifs douaniers américains, la Russie, la Chine, enfin, c'est de partout, hein. Enfin, c'est aussi Israël et compagnie. Enfin, c'est de partout, de partout, de partout. Donc, ce monde fluctuant, il est quand même sous nos yeux, et donc il faut le rabâcher matin, midi et soir. Voilà, c'est comme un médicament, il faut le dire tous les jours, 3 fois par jour, parce que sinon, on reste dans l'idéologie du monde stable, et en effet, on va faire des choix issus de ce fantasme du monde stable. Une fois qu'on a compris qu'on était rentré dans le monde instable, et que c'est une évidence quand on écoute les infos, les médias, qu'on regarde autour de nous, on fait pas les mêmes choix. C'est pas une question de vertu sociale ou de vertu écologique, hein. C'est un choix pragmatique. On endosse le fait scientifique, on endosse le fait qu'on est rentré dans le monde fluctuant. Donc on ne fait pas les mêmes choix. Ouais, c'est là où ça va prendre un peu de temps, je pense, d'y arriver, et même de renoncer. C'est ça le truc, hein, tout est trop engagé, quoi. Enfin, il y a trop. Moi, je suis pas très, ça pour le coup, je suis pas trop inquiet, hein. Le monde est fluctuant. Donc, tous ceux qui font des projets encore dans la performance vont dévisser très très vite. Mais les exemples sont typiques, hein. Quand Elon Musk a fait son salut hitlérien en mondovision, Tesla a dévissé. Tesla ne s'est toujours pas remis de ça, hein. Et c'est un événement, hein. Bon, il y a aussi des choses avec l'AFD, etc. Mais je veux dire, c'est ça, c'est le cœur du système qui n'a pas compris qu'on était entré dans un monde fluctuant, va se ringardiser à vitesse grand V. Donc ça c'est la justice cosmique, hein, le cosmique, le feedback, hein, la rétroaction. Si on reste dans ce schéma-là, on est sûr de se planter. Ça a été théorisé, hein, c'est Charles Perrow avec un W à la fin, Charles Perrow, l'accident normal. C'est que les systèmes qui sont très complexes, donc très compliqués, quoi, avec beaucoup d'éléments, et qui sont très couplés, donc très interdépendants, et ces systèmes-là vont
avoir un accident. C'est l'accident normal. Donc c'est pour ça que pour sortir de la zone de l'accident normal, il faut plutôt faire des choses plus simples, avec moins d'éléments différents. Donc par exemple, on va pas faire des sources d'énergie avec des tas de terres rares. Il faut qu'on revenir à du silicium, du carbone, de l'hydrogène, faire des choses très simples. Et on va réduire les interdépendances. Donc ça, c'est la relocalisation. On dépend plus des semi-conducteurs taïwanais ou des terres rares chinoises. Ça veut dire qu'on fait des technologies plus locales, plus low-tech. Voilà, et ça, on sort de la zone de l'accident normal. Donc si on reste dans l'idéologie du monde stable, on est sûr d'avoir un accident. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Ça craque de tous les côtés. Mais c'est de la pénurie de moutarde jusqu'à CrowdStrike en passant par AWS. Enfin, toutes ces entreprises qui plantent les unes derrière les autres. Alors, on a listé déjà quelques petits exemples pour pour des entreprises pharmaceutiques dans d'autres épisodes. Mais donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a énoncé quand même le grand principe, la tendance, etc. On voit vers là où il faut aller. Par contre, dans le monde dans lequel on est là maintenant, on peut pas faire un virement à 100 degrés, enfin 180 degrés, quoi. On peut pas passer d'un coup de la performance à la robustesse. Ce serait trop performant. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, il faut dès maintenant finalement enclencher des actions qui vont aller dans le sens de la robustesse et prendre des choix qui vont aller dans le sens de la robustesse. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est le moment schizophrène dans lequel on est. C'est que si on va trop tôt dans la robustesse, si on va trop vite, donc si on fait un basculement à 180 degrés trop rapidement dans la robustesse, on va se faire manger tout cru par les concurrents. Parce qu'on est encore dans la compétitivité, dans la concurrence, etc. Si on y va trop lentement, on se fera dégager par le monde fluctuant. Donc c'est un peu difficile parce qu'il faut avoir un pied dans les deux mondes. Un pied dans le monde de la performance, un pied dans le monde de la robustesse. Donc là, c'est vraiment super intéressant d'être un entrepreneur en ce moment parce que c'est vraiment une question stratégique, au sens vraiment noble du terme. Où est-ce qu'on met le curseur? Mais surtout, le plus important, c'est de comprendre que ce curseur va se déplacer vers la robustesse. C'est que c'est pas transitoire, c'est pas une crise exceptionnelle. La crise Covid, c'est ce que je dis souvent, c'est pas une crise exceptionnelle, c'est la bande-annonce du monde qui vient. Donc une fois qu'on a compris ça, on fait pas les mêmes choix. C'est qu'on fait pas juste un petit pansement sur une jambe de bois, quoi. On change vraiment la structure du système. Et donc ça veut dire que dans l'industrie pharmaceutique, comme je le disais, il va falloir qu'elle s'élargisse à la santé préventive. Ça, c'est une évidence. Et ce qui est assez intéressant, après, on peut croire à ce que là on raconte ou pas, mais l'air de rien, même si on reste dans le monde de la performance, en disant bon, c'est un fait, le monde est fluctuant. Si je commence à faire des actions pour me prémunir de ces fluctuations, en tout cas pour essayer de résister un peu plus vite que mes concurrents, alors c'est triste à dire parce que finalement on va perdre des acteurs qui sont l'air de rien essentiels et globalement des tas de gens vont mourir, mais du coup mon entreprise à moi, elle devrait résister et finalement elle finira par prendre les parts de marché. Alors même si ça se passera pas forcément comme ça, parce que tout un tas de raisons, il y aura pas assez de produits, il y aura pas assez de supply chain, etc. Mais néanmoins, les actions que c'est un moyen, en tout cas, à moyen, voire court terme, si on n'a pas de chance, de prendre des parts de marché, quoi. Bien sûr, exactement. Non, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un gros mot. C'est qu'en fait, la rentabilité d'une entreprise va dépendre de sa robustesse. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut bien comprendre que c'est plus le même logiciel. Enfin, tout ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, que le but d'une entreprise c'est d'être performante, c'est l'hypothèse du monde stable. Dans un monde instable, le rôle d'une entreprise c'est d'être rentable. Et cette rentabilité dépend d'abord de sa robustesse. Et donc, en effet, c'est une entreprise qui va prendre des parts de marché. Mais c'est ce qui se passe sous nos yeux. Il y a dans plein de secteurs, les entreprises qui ont fait le choix plutôt de la robustesse restent. Et on leur fait confiance, parce qu'en fait, on a besoin de fiabilité dans un monde fluctuant, et de plus en plus. Donc, plus tôt on commence à rentrer dans ce mécanisme-là, plus tôt on fidélise les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, et donc on a moins de problèmes de recrutement, et ça, c'est de la robustesse aussi, quoi. Enfin, c'est tout ça, c'est évidemment, c'est vertueux dans tous les sens. Et est-ce que tu vois des signes, par exemple, c'est pareil, quand on parle justement de ces risques et qu'on veut faire des investissements pour se prémunir des risques, ça, les financiers, ils devraient courir après ça. Pourquoi est-ce qu'on voit pas ça arriver? Alors ça vient, les investisseurs, c'est intéressant d'ailleurs parce que les investisseurs pendant très longtemps ils attendaient juste un retour sur investissement élevé et rapide. Aujourd'hui ils se rendent compte que miser sur une entreprise dans le monde fluctuant c'est très compliqué parce qu'elle peut exploser à tout moment. Donc les investisseurs se transforment en assureurs. Ils changent de mentalité. C'est qu'en fait ils ne demandent plus un retour sur investissement, ils demandent une fiabilité du retour sur investissement. Ça, c'est de la bascule de la performance à la robustesse. De plus en plus, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est une tendance. Et les assureurs, eux aussi, ils se décalent. Les assureurs, maintenant, ils font de la prévention.
Parce qu'ils arrivent plus à assurer. Hein. On se met à 7 sur un bâtiment et ça suffit plus. Bon, bah maintenant, ils font de la prévention. Donc en fait, tout se décale. Hein. C'est comme le consommateur qui devient un coopérateur. C'est comme le décideur qui devient un facilitateur. Tout ça se décale, en fait. Donc les métiers changent, quoi. Et ouais, c'est là où ouais, enfin après ouais sur la, j'ai perdu ce que je veux dire parce que c'était intéressant ce que tu disais. Tu veux rajouter quelque chose vraiment le temps que je retrouve ce que je veux dire? Non, pareil, j'étais suspendu. Non, mais effectivement, ah oui, c'est ça. En fait, ce que je vois, par contre, ce qui arrive dans mes clients, en tout cas, c'est que finalement, ce qui se passe, c'est que les cycles de rentabilité se raccourcissent. C'est-à-dire que les gens avant, ils disaient bon bah voilà, sur un an, et maintenant on est genre à 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et enfin, ils sont toujours là-dedans, quoi. Et donc, quand tu leur parles de dire, ah bah oui, mais bon, il faudrait faire des investissements pour ces. Non, mais tu te rends pas compte, Paul Adrien, la ligne là, il faut la faire avancer. Là, ça va pas là, parce que du coup, enfin, on n'arrivera pas. Voilà, mais donc la logique, hein, tu vois, on est passé d'1 an à 3 mois. Dans 1 an, dans 2 ans, ce sera 1 mois, puis après, ce sera une semaine. Donc on voit bien, ça marche plus. C'est terminé ça. Donc en fait, c'est ceux qui feront le choix proactif de se mettre dans les conditions dans lesquelles la rentabilité se calcule sur 5 ans. Le retour sur investissement, c'est sur 10 ans. Bah, ça apaise tout le monde. C'est beaucoup plus serein. Et on voit venir. Et ce qui stimule l'innovation, c'est plus la concurrence, c'est le monde fluctuant. C'est ça qui va nous donner des idées, quoi. C'est vraiment beaucoup. Enfin, c'est plus joyeux. Hein. On arrête de se tirer dans les pattes, quoi. On va beaucoup plus coopérer. Hein, ouais. Alors et donc pour un peu commencer à finir, donc une fois qu'on a fait tous ces constats, donc on voit un peu le problème, on voit du coup la solution. Alors par quoi on commence? C'est quoi les premières étapes? Est-ce qu'on peut faire un diagnostic un peu de son organisation? Comment faire pour voilà, moi je suis directeur d'un site, d'une entreprise. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, il y a 2 choses à faire toutes simples. C'est le premier, c'est peut-être un audit interne de robustesse. Alors l'audit interne de robustesse, faut lister les non-performances de l'entreprise. Et au lieu de vouloir les évacuer pour optimiser, on les sanctuarise et on essaie de voir en quoi ça augmente la robustesse de l'entreprise. Donc, par exemple, les doublons, les bandes touches, hein, c'est encore ceux qui travaillent pas à 100%, la polyvalence. Ouais, bien sûr. Mais voilà, mais tout ça, c'est une valeur énorme, quoi. C'est énorme. Mais en gros, faut penser un peu à l'envers, quoi. La pause café, qui est pas un moment productif, c'est pas un moment de performance. Eh ben, c'est un moment de robustesse, parce qu'on fait du lien social, sentiment d'appartenance. Donc, si on commence à faire sauter les pauses café, bah, évidemment que voilà, ça va fragiliser l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Audit interne de robustesse. Donc les non-performances au service de la robustesse. Ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être facile à faire, ça, parce que là, je vois direct les mentalités des gens, ils sont complètement opposés à ça. Enfin, ouais, alors qu'en fait, ce qui est fou, c'est que c'est ce qui fait que les entreprises sont encore là. Hein. Celles qui sont encore là aujourd'hui, elles ont un peu de robustesse quand même. Parce que sinon, elles auraient dégagé depuis longtemps. Hein. Donc, si elles sont encore là, c'est qu'elles ont un peu de robustesse. Donc, il faut quand même analyser ce qui fait qu'elles sont encore là aujourd'hui. Et très souvent, c'est ça. Hein, c'est des non-performances au service de leur robustesse. Si on enlève, si on suroptimise encore un peu plus, bon, là, on est sûr de craquer à la prochaine crise. Hein. Ouais. Donc, c'est par exemple la ville. Vas-y. Non, mais... Et puis même, juste sur la pause café, sur le principe, il y a plein de choses qui se résolvent à la pause café tout le temps. Bien sûr. C'est là où tout le monde est là, on voit des gens qu'on voit pas d'habitude, et puis. Et puis il n'y a pas d'enjeu, quoi. Donc on va être libre. Hein. Donc en effet, ça résout plein de problèmes. Et ça c'est le premier outil, mais il y a un deuxième, hein, c'est le stress test. Donc c'est un tout petit peu plus dynamique, on va dire. Si on prend l'entreprise et puis on la secoue virtuellement. Donc par exemple, la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que ça change à mes approvisionnements, etc. Ou le pétrole est 2 fois plus cher l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Donc ce genre de fluctuation-là, là on va réfléchir déjà aux conséquences sur son activité et surtout aux mesures préventives à mettre en place dès maintenant pour que le jour où ça arrive, il y ait le moins d'impact possible. Bah, là, on va augmenter les marges de manœuvre, on va augmenter le jeu dans les rouages, on va faire de la robustesse préventive. Parce qu'avec Romain, on s'est quand même pas mal posé la question, en lisant tous tes livres, etc. On s'est dit, bon, allez, on dit on fait, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour aider les entreprises à augmenter leur robustesse? Donc, on s'est posé plein de questions et tout. Et le problème de ces stress tests, c'était que lequel on choisit, quoi. Parce que finalement, devant la diversité, l'imprévisibilité et l'ampleur des masses, genre en Espagne, genre du jour au lendemain, ils ont plus d'électricité, genre. Personne n'aurait pu s'imaginer que ça peut arriver dans un pays européen, quoi.
Bien sûr, monsieur. Alors ça, c'est la force du stress test, hein, c'est que c'est générique. C'est que quand on fait un stress test, donc si c'est par exemple un problème géopolitique et que finalement c'est une méga inondation qu'on a, bah c'est pas grave parce qu'en fait, avec la réponse robustesse à la géopolitique, on va augmenter les marges de manœuvre, on va augmenter le jeu dans les rouages, et bah ça va nous aider pour l'inondation. C'est que c'est génial. Alors en France, on a un exemple canonique pour ça, c'est le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, 1er janvier 2000, hein, quand on pensait que l'informatique allait planter, quoi, et ben en 99, toutes les administrations, toutes les entreprises ont fait énormément de stress tests informatiques pour voir comment ça allait marcher le jour où le 1er janvier tout plante, quoi. Bon, il s'est rien passé le 1er janvier 2000, mais par contre en décembre 99, il y a eu les méga tempêtes, très grandes tempêtes en France. Et ben, tout le travail de stress test pour le bug de l'an 2000 a été réactivé pour faire des cellules de coopération, pour communiquer. Donc en fait, ça a servi. Le bug de l'an 2000, ça a servi, ça a été une sorte de gigantesque stress test qui a permis à la France de passer les tempêtes. Donc en fait, c'est jamais inutile de faire un stress test, quel que soit. En fait, le plus important, c'est de se mettre en situation de stress et de voir si le système tient. Ça tient, ouais. Et les marges de manœuvre qu'on va prendre marcheront pour tous les types de fluctuations. Ah ouais, en fait, ouais, c'est qu'il y a un gros tronc commun pour résister à n'importe quel truc. Voilà. Et puis après, c'est toujours une même recette, hein, les redondances et tout ça, quoi. Ouais. En fait, faut peut-être choisir une menace géopolitique et une menace physique, climatique. On fait les deux, quoi. Et puis avec ça, globalement, ça devrait couvrir un paquet de trucs, voilà. quoi. Et donc, faut pas le faire tous les matins parce que sinon, on devient complètement parano. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. Enfin, voilà, une fois tous les 3 mois, peut-être. Faire un codir en commençant par un stress test, c'est beaucoup plus intéressant que de faire un codir qui commence par des KPI, quoi. Ça, ouais, genre, on a perdu tous les serveurs américains. Voilà, allez. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bonne chance. C'est exactement ça. Mais en plus, là aujourd'hui, on commence à voir à quel point c'est nécessaire. Enfin, là, on est avec les États-Unis qui veulent envahir le Groenland. Là, on se rend compte qu'on est dans un monde qui est complètement délirant. Et on continue, nous, l'Europe, encore à envoyer nos données aux États-Unis, à dépendre de plateformes américaines. Enfin, on est complètement coincé. On achète des F-35 américains. Enfin, il faut se rendre compte du côté délirant de ce truc-là, quoi. Il va vraiment falloir se poser la question. Donc, le stress test, tout de suite, on n'achète plus des F-35 américains, évidemment. Hein. On développe des plateformes en Europe. Hein. Enfin, tout ça, des data centers, etc. C'est une évidence, quoi. J'avais quand même encore une petite question par rapport, parce que là, qui nous écoute, là, il y en a un paquet qui adore le lean manufacturing. Alors, lean manufacturing, là, c'est, donc il y a les deux trucs, il y a le lean et le Six Sigma. Donc là, le but de ça, c'est de diminuer les variabilités au maximum, de tendre un peu les chaînes, enfin, les trucs d'approvisionnement avec le juste à temps, le juste assez, etc. Est-ce que c'est l'opposé? Est-ce que c'est l'opposé de la robustesse? C'est plus complexe que ça. Est-ce qu'on va m'étrangler demain? Non, alors en fait, c'est ça mais c'est génial. Alors le lean, c'est parfait pour ça. Parce que le lean, en fait, il y a 2 piliers. Le lean historique, c'est un lean japonais. Le Japon qui sort de la Seconde Guerre mondiale et donc qui fait en effet du juste assez et qui, en fait, si je suis dans une entreprise textile, et je fais des matelas par exemple, s'il y a un fil qui sort de la machine, j'arrête toutes les machines pour que tous les fils finissent dans un matelas. Donc ça, c'est pas du tout performant, hein. C'est de la robustesse, c'est de la qualité, quoi. Je mets la qualité avant tout le reste. Donc c'est moins performant, hein. Je bloque tout, voilà, j'y vais tranquillement pour être sûr que tout ce qui sort, c'est utilisé, quoi. Donc ça, c'est le premier pilier du lean. Et puis le deuxième pilier du lean, il est venu des États-Unis. Après, quand les États-Unis ont commencé à administrer le Japon, et là, c'était flux tendu, en effet. Et donc là, c'est plus du tout la qualité, hein, c'est la quantité, avec l'hypothèse du monde abondant, plein de pétrole, hein. Donc c'est quasiment le contraire. Donc alors c'est très simple dans le lean management. Le premier pilier, c'est plutôt de la robustesse. Le deuxième pilier, c'est plutôt de la performance. Et donc dans le lean management, il y a le compromis entre performance et robustesse. Et donc évidemment que dans les années 60, 70 et tout ce qui a suivi, on a mis l'accent sur le deuxième pilier. Et maintenant, quand on parle de lean management, en général, on réduit ça à du flux tendu. Alors en fait, il ne faut pas oublier le tout premier pilier du lean, qui est plutôt de la robustesse. Et donc on va redécouvrir le lean management de l'origine. C'est ça qui va se passer. Travailler sur les causes, travailler sur pour pas que ça se reproduise, fiabiliser le système, etc. Qui est un bon truc là. Ouais, donc en fait, encore une fois, tout est pas acheté, mais faut faire gaffe. Voilà, faut se poser la question qu'est-ce qui rend l'entreprise robuste versus qu'est-ce qui nuit à la robustesse et qui me fera cracher dans les prochains mois, quoi. Exactement. En fait, dès qu'on met le monde fluctuant en premier, hein, c'est vraiment, je me répète un peu, mais c'est vraiment essentiel. On met en facteur commun le monde fluctuant et on ne fait pas les mêmes choix. Trop bien. C'est aussi simple que ça. Du coup, ça fait 1 heure qu'on discute. J'avais prévu un format de 1 heure, même si bon, je suis sûr qu'on aurait pu parler pendant longtemps. Donc on peut rappeler rapidement donc les livres que tu as écrits. Donc tu as écrit Troisième voie du vivant, de l'incohérence, philosophie politique de la robustesse,
tout audition Odile Jacob, hein, c'est ça. Ouais. Antidote. Et puis alors, ce que je conseille à ceux qui veulent vraiment commencer quelque chose, vous pouvez écouter déjà le si vous êtes plutôt podcast, le podcast sur Sismic. J'adore Sismic, donc que t'as enregistré, celui-là est vraiment top. J'ai essayé de faire une interview qui est un peu différente de celle qu'il a fait, mais bon, il y a forcément un peu de chevauchement. Et surtout lire ce petit, je sais pas, j'appelle ça un pamphlet, mais Antidote au culte de la performance. Que celui-là, en vrai, ça prend 2 heures à lire. Ça fait 50 pages. C'est une introduction. Il y a un petit question-réponse là qui est fabuleux à la fin. Après, je pense que t'as un peu évolué dans ton discours parce que c'était écrit en août 2023. Mais c'est vraiment top pour rentrer dans le sujet. C'est vraiment génial. Donc voilà, après vous tapez Olivier Hamon sur Google, vous allez trouver des tonnes d'interviews. C'est quasiment sûr qu'il est passé dans un truc que vous écoutez avant. On avait prévu cette interview il y a quasiment 1 an. Ouais, c'est compliqué, ouais. Pour dire la quantité de podcasts dans laquelle que t'es passé ces derniers temps. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a planté une graine dans les comités de direction ou dans les sites qui nous écoutent. Et puis, est-ce que les gens, s'ils te cherchent sur LinkedIn ou s'ils veulent te contacter, c'est possible ou ça? Oui, LinkedIn c'est le plus simple parce que comme ça c'est une petite trace. Sinon, je suis à l'ENS de Lyon, donc c'est facile à trouver aussi. Trop bien. Voilà. Et ils peuvent nous contacter aussi parce qu'on s'intéresse pas mal au sujet en ce moment, donc voilà. Voilà. On a justement, on a essayé de lancer un groupe de réflexion avec un groupe de travail, sur la robustesse avec des outils, une espèce de diagnostic avec comment on peut détecter et puis même comment les gens le vivent. Et ce qu'on aimerait lancer, c'est un peu justement comme tu disais, l'observatoire l'observatoire des fluctuations avec tout ce que les sites touchent, qui sont touchés par justement des fluctuations pour pouvoir après essayer de les diffuser au sein du groupe et même à l'extérieur sur LinkedIn pour justement dire vous voyez c'est pas de la science-fiction quoi en vrai. Oui, non, c'est très bien ça et peut-être que c'est à coupler avec le site larobustesse.org qui où il y a des communautés apprenantes de la robustesse qui se développent dans les territoires thématiques et tout ça, donc faut pas hésiter à faire un tour. Il y a des outils pareil des outils assez intéressants pour animer des petits ateliers qui sont assez rigolos, donc c'est vraiment cool. Donc c'est vrai que ça j'ai l'impression que après je sais pas parce que comme d'habitude sur les réseaux sociaux on est dans une espèce de bulle où on est cloisonné avec tous ceux qui nous intéressent, mais j'ai l'impression que ça propre c'était passé sur la radio sur la dernière, mais c'est pareil encore une fois la dernière c'est sur Radio Nova il y a pas que tout le monde il y a pas tout le monde qui écoute ça, mais voilà j'ai l'impression ça percole ouais. J'espère vraiment que ça va se développer et que ça arrive parce que c'est une solution finalement qui est beaucoup plus optimiste et actionnable par rapport à tous ceux, les prédicateurs de l'apocalypse, par rapport à tout un tas de trucs comme ça. Là, finalement, je trouve que c'est une réponse coopérative et réelle et finalement assez, avec peu de principes, comme tu dis, peu de principes à mettre en place pour que ça fonctionne et qui apporte des solutions concrètes justement au changement climatique, à tout quoi en fait. En fait, c'est vivre avec les fluctuations. C'est aussi simple que ça. C'est redevenir un paysan. Quoi. On vit avec les saisons. Donc comme dit, on pourra en parler pendant longtemps. Mais bon. Bref, merci en tout cas Olivier d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les deux. Et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, avec plaisir.